coup, on arrive à la fin de cette conférence, donc je vais inviter Marc-André à me rejoindre pour la clôture. Roulement de tambour, voilà, clôture de ces 2 jours, 3 jours même. Donc, en gros, Marc-André, vous retenez quoi de ces 3 jours? Et le titre, c'était des microbiotes pour l'avenir, le titre de cette clôture. Là, on l'a bien compris avec les déchets, en tout cas. En fait, ce qui est assez amusant, c'est que quand on fait de la méthanisation, c'est comme quand on fait de la lactofermentation dans sa cuisine. Il suffit de mettre de l'eau, du sel et les légumes dans le pot et de fermer le pot, puis c'est parti. En fait, ça marche tout seul. Et ça marche tellement tout seul qu'on n'a pas trop fait attention que finalement, derrière tout un tas de choses qui marchaient tout seul dans notre environnement, il y avait des microbes. Ça, c'est la première leçon. Et avant de parler de leçons d'avenir, je voudrais juste, très brièvement, vous brosser le portrait de l'homme en 5-6 microbes. D'abord, il y a 2 milliards d'années et demie, un microbe qui apprend à faire la photosynthèse. Le déchet, c'est de l'oxygène. Ces microbes, c'est des cyanobactéries. D'ailleurs, elles persistent encore. C'est celles qui habitent les cellules des plantes, qui les rendent vertes. C'est ce qu'on appelle les chloroplastes dans les plantes. C'est des bactéries photosynthétiques qui maintenant habitent les plantes. Pas que, on les trouve ailleurs, mais il y en a notamment dans les plantes, et c'est comme ça que les plantes sont photosynthétiques. C'est juste qu'elles hébergent dans leurs cellules des cyanobactéries. Bon, il y a de l'oxygène. Du coup, il y a un bouclier d'ozone qui se forme, les UV sont filtrés, la Terre devient habitable. Les terres émergées deviennent habitables. Mais avant ça, il y a des organismes qui apparaissent qui utilisent l'oxygène pour respirer. Parce qu'avant, on pouvait respirer, mais il fallait respirer avec d'autres choses. Par exemple, respirer au CO2 et ça faisait du méthane. Bon. C'est nos ancêtres qui respirent au CO2. Alors, ce qui est assez amusant, c'est que nos ancêtres à nous, ils n'ont pas vraiment appris à respirer l'oxygène. Ils ont capturé une bactérie qui respire pour eux. Au fond de nos cellules, des petites particules qu'on appelle les mitochondries, où l'oxygène qu'on a capté dans l'air réagit avec les sucres, je le fais grossièrement, pour donner de l'énergie. Mais ces particules-là, en fait, c'est des bactéries qui vivent dans nos cellules. Vous, dans vos cellules, dans chacune de vos cellules, il y a 10 à 100 mitochondries. C'est le nom de ces bactéries qui sont devenues des habitants permanents des cellules, qui se multiplient dans les cellules, qui sont des ouvriers des cellules, et qui font la respiration. Oui, de même que les plantes font la photosynthèse en hébergeant des bactéries, vos cellules font la respiration en hébergeant des bactéries qu'on appelle les mitochondries. Alors ça, c'est... La deuxième bactérie, c'est la mitochondrie qui arrive dans la cellule d'un de nos ancêtres et qui attrape la capacité de respirer comme on attrape la scarlatine, en attrapant un microbe, quoi. Ensuite, la Terre est devenue vivable. Alors là, troisième microbe, il y a des champignons qui s'associent à des algues et qui font une association où l'algue fait la photosynthèse pendant que le champignon va chercher des nutriments dans les roches. Ça, c'est les premières plantes terrestres qui avaient déjà ces champignons sur les racines, qu'on trouve encore aujourd'hui sur les racines des plantes, comme vous le disait Justine de Mycophyto un peu plus tôt. Donc, il y a des plantes, les algues qui arrivent à vivre sur Terre parce qu'elles ont des champignons qui vont chercher les sels minéraux dans la roche et dans les sols, alors qu'elles, les algues, elles ne savaient pas faire. Bon, maintenant, plus tard, elles ont développé des racines. Mais les premières plantes terrestres n'avaient pas de racines. Elles dérivaient d'algues. Les algues, ça n'a pas de racines. Donc, mon deuxième microbe, c'est des champignons qui permettent aux plantes de vivre sur Terre, qui sont d'ailleurs toujours là. Alors, on va peut-être pas dépoter ce truc-là, mais sur les racines, il y en a là. Oh, on va pas le dépoter, non. Quand même pas, non. Ça rendrait des problèmes à le rempoter. Du coup, nos ancêtres sont sortis de l'eau puisqu'il y avait à manger sur Terre. Pourquoi s'en priver? Donc les poissons, des poissons sortent de l'eau et deviennent terrestres. Donc j'ai mes ancêtres terrestres. Et puis bon, alors on passe quelques épisodes, on arrive à des choses qui sont les premiers mammifères. Et ils ont un tube digestif, ils ont une peau, tout ça, ça se peuple de microbes. Les premiers microbiotes, c'est ceux de nos ancêtres. En fait, si vous réfléchissez, même il y en avait déjà dans les poissons, quand nos ancêtres ressemblaient à des poissons. Et en fait, ça fait très très longtemps qu'il y a des microbiotes dans le ventre, dans toutes les ouvertures et sur la peau ou les écailles de nos ancêtres. Donc, mon étape suivante, c'est la mise en place de ce microbiote biologique qui existe chez tous les animaux, mais en particulier chez l'homme, qui l'aide à digérer, à se protéger, etc. Qui fait aussi des vitamines. Puis l'homme apparaît, grosse particularité de l'homme, il commence à digérer ses aliments en dehors de son tube digestif par des méthodes comme la cuisson, comme le trempage,
comme la fermentation. Et comme on le disait ce matin, il va recruter des microbes pour détruire des toxines, aider à digérer des aliments, y faire des vitamines et empêcher que ces aliments se corrompent. C'est nos microbiotes culturels, ceux que collectivement nous avons dans nos cultures pour préparer nos aliments fermentés. Voilà encore une autre étape microbienne de notre évolution. Alors j'avais dit 5, 6. Là j'en avais 5, si vous comptez bien, je suis arrivé à 5. La 6e, je ne sais pas si on va la franchir. La 6e étape microbiotique de notre évolution, ou du trajet qui peut mener à l'avenir, ce serait le contrôle de tout ça. Ce serait d'en prendre le contrôle et de réaliser que nos microbiotes culturels, les microbiotes qu'on pilote par nos gestes culturels, c'est aussi ceux de l'environnement. Et notamment le traitement de nos déchets, mais aussi la qualité de nos sols. Et donc, je ne sais pas si la 6e étape microbienne, on la franchira ou pas, mais hier, Mathieu cherchait avec obstination le soir à savoir quelle allait être la révolution. Je n'ai pas pu répondre, mais maintenant j'ai la réponse. Ça y est, une nuit a aidé. La révolution microbienne qu'on attend et dont on parlait hier, c'est le moment où on va prendre conscience de ça et l'optimiser. Bon. 2e max, l'avenir. Parce que, voilà. Alors, je vous propose de dessiner l'avenir en 2-3 microbiotes, ou 2-3 microbes seulement. Premier axe, c'est l'alimentation. C'est évident que par l'alimentation, on peut carrément améliorer notre santé. Alors, on l'évoquait hier, je le résume, il faut éviter les antibiotiques pris n'importe comment, parce que ça abîme notre microbiote digestif, dont toutes les fonctions de régulation, de protection et d'aide à la digestion qu'il opère. Il faut aussi éviter les additifs, comme en particulier les émulsifiants, les édulcorants, en tout cas certains édulcorants, et les antioxydants. Bon. Ah, et puis aussi, c'est très mal écrit. Éviter d'avoir un environnement et notamment une alimentation trop désinfectée. Parce que là, il n'y a plus de microbes qui rentrent dans notre tube digestif. Tout ne doit pas être cuit et désinfecté. Des fois, un simple rinçage d'un fruit devrait suffire, surtout s'il est bio. D'accord, pour laisser les microbes rentrer dans le tube digestif, parce que c'est pas le tout. Alors après, il y a aussi pour l'alimentation les gestes positifs. Là, c'est ce qu'il ne faut pas faire, parce que ça empêche les microbes de rentrer, de s'installer ou de proliférer. Mais dans les choses positives, les gestes positifs qu'on peut faire, il y a cette histoire de manger des fibres, 5 fruits ou légumes par jour, et nous dit-on idéalement de 25 espèces végétales par semaine. Là, il faut faire le compte. Ça va être difficile, d'autant plus que c'est... Alors, parce qu'on n'y est pas vraiment, hein. Ces alimentations végétales peuvent nous amener des fibres, mais aussi des composés, des tannins, des polyphénols qui peuvent réguler notre alimentation, notre microbiote, qui peuvent être favorables au microbiote le plus efficace. Et puis la dernière chose, c'est ce qu'on disait, c'est que manger des aliments fermentés, c'est des choses qui régulent le fonctionnement du microbiote. Donc ça aussi, c'est une chose importante. Manger fermenté, ça peut avoir des effets positifs sur le fonctionnement du microbiote, même si les microbes que l'on mange dans ces aliments fermentés ne s'installent pas, ils perturbent au passage en bien pour nous, le microbiote résident. Au passage, vous réalisez une chose, c'est que si vous vous bourrez de légumes et de fruits, vous mangerez moins de viande. Et ça tombe bien parce qu'on mange 5 fois trop de viande par rapport aux préconisations de l'OMS. Et ça fait un surcroît d'AVC, de cancer du côlon. Vous aurez un impact environnemental en termes de CO2 inférieur parce que manger de la viande, hein, c'est terrible en termes d'effet de serre. On en parlait hier. Et en plus, il y a plein de vitamines dans les végétaux qui sont extrêmement intéressantes pour vous. Donc on voit qu'en plus, ça résout d'autres problèmes. Pas simplement le problème de la santé. Et on voit ici ces moments où un certain type de geste peut cocher plusieurs cases. Ce n'est pas toujours le cas, hein, mais là, ça coche plusieurs cases. Un autre exemple, c'est l'agriculture, ce sera mon deuxième. De tout temps, la fertilité des sols, elle a été liée à des microbes qui décomposent la matière morte, libèrent de l'azote, du phosphate, à des microbes qui attaquent les roches, qui libèrent du phosphore, du potassium, du calcium, tout un tas d'éléments nutritifs, et aussi d'ailleurs des microbes du sol qui utilisent l'azote atmosphérique pour fabriquer de l'azote utilisable par le vivant. C'est des bactéries qui font ça. Et c'est pour ça qu'il y a de l'azote dans le sol, hein. C'est parce qu'il y a des bactéries qui l'ont extrait de l'atmosphère. Et justement, il y a des solutions inspirées là-dessus. Si on veut maximiser ces agents... Ah oui, alors, la dernière chose, rappelez-vous encore ce que vous a dit Justine de Mycophyto, c'est qu'il y a des champignons qui convoient les substances nutritives du sol vers les racines des plantes. C'est les fameux champignons qui actuellement sont les descendants de ceux qui avaient aidé les algues à sortir de l'eau.
Donc en plus, non seulement les microbes du sol, ils font la fertilité, mais en plus, ils l'amènent à la plante. Et les solutions que ça nous inspire, c'est toutes les solutions qui, de nouveau, vont favoriser ces microbes. Et on retombe sur la même dichotomie. Il y a des gestes négatifs qu'il ne faut pas faire. Quand vous labourez, vous fichez en l'air la vie du sol. La preuve, d'ailleurs, c'est que ça désherbe, ça tue les plantes. Donc si ça tue les plantes, c'est que c'est toxique pour les organismes qui sont dans le sol. Les plantes étant, par leurs racines, aussi des habitants du sol. Si vous cessez de labourer, vous allez arrêter de déchirer les filaments des champignons. Il faut que vous réalisiez que si on comptait sur les champignons pour nourrir les racines des plantes, chaque fois qu'on laboure, on détruit tous les filaments de champignons. Ils ne sont plus là. Donc, il y a ce qu'on ne peut plus faire. C'est un peu comme les antibiotiques à outrance pour nous ou les additifs alimentaires. Il vaut mieux éviter. Et puis, il y a ce qu'on peut faire de positif. Amener de la matière organique au sol, qui sera notamment une façon d'amener de l'azote et du phosphate, mais aussi amener de quoi nourrir ces microbes qui, par ailleurs, vont aller en mineur attaquer les roches ou transformer l'azote de l'atmosphère en azote utile dans le sol. C'est aussi semer en permanence et ne pas laisser nos champs nus en hiver. Parce que les microbes, alors on a parlé des champignons, mais aussi des bactéries, les microbes associés aux racines des plantes, qui les aident à se nourrir, qui les aident à se défendre, qui leur produisent des vitamines et des hormones, beaucoup d'hormones végétales viennent en fait des microbes qu'il y a autour des racines. Tous ces organismes-là, si jamais il y a un moment où il n'y a pas de plantes qui poussent sur le sol en hiver, il n'y a personne pour les nourrir, ils meurent. Et il y a quelques vestiges qui devront proliférer quand reviendront les racines de votre culture, mais vous attendrez d'autant leur effet positif. Donc vous voyez, c'est tout bête, on ne laboure pas, on met de la matière organique, et d'ailleurs au passage c'est un engrais, et puis on met des semis en permanence, et tiens, tant qu'à semer des plantes, on sème certaines plantes qui ont adopté des bactéries capables d'utiliser l'azote de l'air, c'est les fameuses légumineuses ou les protéagineux, qui vont donc pendant, moi cette saison où je veux qu'on sème, c'est l'hiver, qui vont pendant l'hiver ramener encore plus d'azote dans le sol. Il suffira de broyer tout ça avant de planter votre blé et ce sera fait. Au passage, cette solution-là, elle permet, puisqu'on ne laboure plus et qu'on a toujours un couvert végétal, de limiter l'érosion, alors que les sols labourés s'érodent 10 fois plus vite que les sols standards. Et deuxième chose, comme dans ces sols, vous stockez de la matière organique de toutes vos plantes que vous avez semées en hiver et broyées avant de semer votre culture finale, vous stockez du carbone. Vous stockez 0,1 à 0,8 tonnes de carbone par hectare et par an, vous luttez contre l'effet de serre. Et on retrouve, vous voyez, de nouveau des gestes qui cochent plusieurs autres cases que la case élémentaire que nous considérions, qui était gérer les sols et nourrir l'humanité. Alors, ça, c'est des grandes lignes. Et je suis conscient que ça ne marche pas toujours. Je parlais avant-hier avec des énergéticiens, et c'est clair, faire de l'énergie en France, soit on est obligé de broyer des poissons avec des hydroliennes, soit on broie quelques oiseaux avec des éoliennes, soit on fait des déchets nucléaires dont on ne sait pas bien qu'est-ce qu'ils vont faire de mal, soit on fait du CO2, soit on fait du méthane. Mais oui, mais quand on fait du méthane, c'est bien d'un côté, mais c'est autant de matière organique qu'on ne va pas remettre dans les champs. Donc c'est un peu en contradiction avec ce que je voulais pour les sols. Bon, ça veut dire qu'il n'y a pas de solution, ça a été dit parfaite, et que quelque part, il faudra sans doute un mélange. Mais vous voyez, moi, j'aimerais pas être optimisé en tant qu'énergéticien, mais j'ai l'impression que si j'étais diététicien ou si j'étais agriculteur, je pourrais optimiser facilement. Alors, mes microbes, je les ai mis dans l'alimentation, je les ai mis dans l'agriculture, et puis je voudrais maintenant terminer par un dernier type de microbes. Souvent, quand on regarde nos enfants, on dit que c'est des ptios. Des microbes, des petits. Alors mes derniers microbes, ce seront nos enfants. Ils sont petits encore. C'est vrai qu'ils sont visibles à l'œil nu. Mais ces microbes-là, qui sont sacrément attachants, ils sont aussi une partie de la solution. Parce qu'on l'évoquait à propos de la nécessité de bien trier les ordures, en fait tout ça, ça ne marche pas sans les citoyens. Et c'est vraiment important. Et j'en reviens à quelque chose que défend beaucoup Biogé à propos de ces petits microbes-là. C'est que ces petits microbes, que sont nos enfants, pour qu'ils deviennent de grands, pas trop nuisibles, il faut absolument les former mieux et les former notamment, en faire des citoyens qui soient responsables dans leurs gestes. Et leurs gestes s'articulent autour de deux atouts, deux cartes maîtresses. La carte bleue, les choix de consommation, et la carte de vote, les choix électoraux et derrière les choix de société. Il faut qu'on fasse des gamins qui ont envie de mettre un peu d'argent sur la table pour aider à des formes alternatives d'agriculture, qui, dans leur façon de manger, intègrent ce que l'on sait de
de la meilleure façon de manger avec les connaissances du moment. Et donc mes troisièmes microbes, c'est ces petiots que pour l'instant nous continuons de mutiler, car nous leur enseignons toujours aussi peu de biologie. Et ça, c'est un des combats de Biogé que je vous encourage à mener aussi partout où vous aurez la possibilité de le faire. Hein. Nos petits microbes, ils ont besoin de concevoir que leurs parents ont merdé sur plein de points, mais ils leur lèguent un cadeau énorme, c'est une boîte à outils de compréhension du vivant dans laquelle puiser des façons de tenter de faire mieux. Je veux dire, ça c'est quand même un truc positif, et là, il y a réellement des belles au bois dormant, et ce qu'il faut, c'est faire en sorte que nos enfants soient ces princes, quand ils seront plus grands que des microbes, qu'ils sont encore, qu'ils deviennent ces princes charmants qui réveilleront ces bois le bois dormant. C'est beau. Ils se marièrent et eurent beaucoup d'enfants. Merci beaucoup, Marc-André. Alors, j'invite Guillaume Notet à nous rejoindre. Donc, c'est le moment de clôturer ces belles journées. J'espère que vous en avez profité, que ça vous a enrichi autant que possible. Donc, je voudrais commencer par remercier... Guillaume est une des chevilles ouvrières. Hein. C'est pour ça qu'il est temps de passer la parole aux gens qui ont vraiment fait ce que vous avez vécu. Alors, merci. Commencer par remercier l'ensemble des intervenants que vous avez vu passer sur ces journées. Il y en a qui sont encore là. Remercier également Anne-Cécile Bras et Mathieu Vidard pour l'animation et la modération de ces journées. Merci beaucoup de vous être rendu disponible. Remercier également Léo Landreau qui a couru partout pendant ces 2 jours. Je ne sais pas s'il est dans le coin. Il court encore, ouais. Voilà, mais vous pouvez l'applaudir quand même pour Comuna. La régie qui est là-bas et qui nous a accompagnés sur le son et la vidéo pendant ces journées. Les hôtesses qui vous ont accueillis en bas et peut-être guidés, informés également. Et pour revenir sur cette idée, donc Biogé vous a été présenté par Marc-André hier, mais même si c'est une fédération de nombreuses associations, finalement, on est un petit groupe de bénévoles qui travaillons à côté, c'est vraiment sur notre temps libre. Et donc, vous dire que l'appel à l'adhésion est ouvert. Si vous voulez nous rejoindre, n'hésitez pas. Suivez-nous sur les réseaux sociaux. On est pour le moment sur Facebook, sur Twitter, enfin sur X maintenant. Si vous voulez qu'on garde le lien pour vous tenir informé de ce qu'on fait, n'hésitez pas à adhérer. Et puis donc remercier tous les membres de cette belle symbiose qu'est Biogé et qui fonctionne plutôt bien maintenant depuis 2-3 ans. On espère pouvoir vraiment reconduire l'expérience. Donc Adèle Binetruy, c'est vraiment les personnes qui ont participé à la construction de ces journées. Adèle. Christophe Guégaud, trésorier. Fabienne Paulin. Anne Osmalin, qui est là aussi. David Boudot. Nathalie Campion. Frédéric Reynaud. Nicolas Lieury, Jonathan Collovray et Philippe Le Gall. Voilà, merci à eux pour la préparation de ces journées. Mais merci à vous. Je crois qu'on arrive à la fin là. Donc, bonne fin de week-end et bon match. Là, il va y avoir de l'échange de microbiomes. Hein.